俺は進み続ける。俺たちがやることはただ一つ。戦え。Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vous le cache pas, je suis grave content parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à ce qu'on pourrait qualifier de monument dans la Japanimation. J'ai nommé Shingeki no Kyojin, aka l'attaque des titans, qui nous aura accompagnés en quelque sorte depuis 10 ans. Et donc, dans cette vidéo, je vais me poser et vous faire part de mon ressenti quant à ce dernier épisode de la saison 4. Et pour ce faire, je vous invite à me suivre par-delà le mur. Nous partons en exploration pour découvrir en long, en large, que vaut ce dernier épisode de l'attaque des titans. Alors, tout petit disclaimer concernant cette vidéo, elle sera découpée en plusieurs chapitres. Chacun de ces chapitres sera consacré à un personnage. Cela me permettra, à travers leur prisme, de vous expliquer mon ressenti et comment j'ai vécu cet épisode, limite étape par étape. Et sans plus attendre, nous allons parler d'un personnage qui vraiment j'en attendais beaucoup. Lorsque je l'ai vu en début de saison 4, je me suis dit c'est lui l'avenir de la série et malheureusement il s'est avéré être une fraude et c'est avec le cœur brisé que je vous annonce que nous allons parler de Falco. Alors, dans cette partie de la vidéo, nous n'allons pas revenir sur l'entièreté du parcours de Falco durant cette saison 4, sachant qu'il existe déjà sur la chaîne une vidéo où je vous partage tout cela et en plus, je vous fais part de mon ressenti, de mes attentes vis-à-vis de ce dernier, de A à Z. Ici, nous allons vraiment nous concentrer sur l'essentiel et nous aurons comme point de référence le fameux épisode 5 où nous avons Reiner qui fait face à Eren lors d'une conversation et pile poil entre les deux, nous avons Falco. Et il faut vous dire que l'imagerie de cette scène m'avait donné beaucoup d'espoir au point de me dire que Falco, c'est l'avenir de la série. Pourquoi je pensais cela? Parce que au moment où Falco va écouter cette conversation, qu'est-ce qu'on sait de son regard sur Eren? Déjà, pour lui, c'est un mec archi posé qui lui donne énormément de conseils et qui a énormément de recul, suffisamment pour lui faire penser que si jamais il devient soldat, il ferait les choses différemment. De l'autre côté, nous savons aussi qu'il admire Reiner, mais attention, il admire, tout comme pour Eren, la face visible du personnage, c'est-à-dire c'est un héros de marque, il a réussi sa mission sur l'île du paradis, il maîtrise son titan, mais il ne connaît rien de l'iceberg qui est caché sous l'eau, dans lequel on va retrouver un Reiner qui est complètement brisé et qui est complètement en burn-out en fait, parce que le poids de ses actes pèse vraiment sur ses épaules. Et tout le long de cette conversation, en fait, Falco va se retrouver face à un choix qu'il n'aura pas choisi. Ces deux héros vont être totalement démystifiés. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, Falco va avoir le choix entre le chemin de Eren ou le chemin de Reiner, qui pourrait laisser croire qu'il y a deux voies possibles. Mais en y regardant de plus près, que ce soit dans les choix de Reiner ou dans ceux de Eren, le chemin n'aboutit qu'à une seule et même destination, un lieu rempli de larmes et de sang. Et donc, je me suis dit, peut-être que Falco allait donc nous proposer un troisième chemin. Malheureusement, ça n'a pas été la direction prise par l'anime. Lorsqu'on va revoir Falco un peu plus tard, il va essentiellement servir de garde-fou à Gabi quand ils seront sur l'île du paradis. Vite fait, il va se mettre au même niveau que Eren et Reiner en possédant un titan, mais il est tellement novice dans le game que sa présence est presque anecdotique. Et donc, au final, quelle a été l'utilité de Falco? Ça a été d'être un pigeon voyageur. Je suis désolé, mais c'est comme ça que j'ai vu le truc. Ok, c'était stylé, mais en quelque sorte, pour moi, par rapport à mes attentes, c'était quelque peu décevant. Et j'aurais dû voir le truc venir parce qu'en fait, tout était dans le nom. Mais bref, je sais pas. Ouais, vraiment, ça m'a un petit peu brisé le cœur. J'aurais vraiment voulu que Falco ait un plus grand impact durant la saison 4. Mais après, j'ai eu un petit espoir sur ce dernier épisode qu'on nous montre quelques scènes de Falco qui fait le lien entre l'île du paradis et le continent de Mars. Ou alors, ce que j'aurais aimé voir, c'est qu'après le grand terrassement, que Falco devienne une espèce de pont de communication entre le bataillon d'exploration qu'il y a sur
survécu et les différentes figures politiques de Mar sur le continent. Malheureusement, c'est pas du tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit, c'est Gabi et Falco qui sont en train de jouer à Farming Simulator. Alors, je suis content pour eux, ils ont peut-être trouvé la paix, mais en ce qui me concerne, je reste définitivement sur ma faim quant à l'évolution et au développement de Falco. Et je sais pas quoi dire, ça me laisse juste un petit peu triste finalement. 何をしてる？立てよ父さん。 J'ai une confession à vous faire. Je vous cache pas que Armin m'aura fait verser une petite larme durant ce dernier épisode. Et comprenez-moi, c'est un personnage que j'ai découvert lors de la première saison. Particulièrement, vous savez, l'épisode où Eren sort pour la première fois de son titan. Et que là, on a Armin qui s'avance et qui nous sert un discours incroyable, galvanisant, nous expliquant que Eren sera un atout formidable pour les soldats à l'intérieur du mur. Et à ce moment-là, Pixis a vu le potentiel du Boug. Et nous aura pas déçus tout au long des saisons qui ont suivi, puisque à chaque fois, Armin avait les mots, avait le ton et avait les propos justes pour convaincre son auditoire en face de lui. Et même lorsqu'il était lui-même dans le doute, il y parvenait. Et là, le voir dans ce dernier épisode, face à lui-même, face à son corps, qu'il essaie de convaincre de bouger, on sent que l'émotion est en train de monter dans sa voix, on sent que les larmes sont en train de couler sur ma joue. J'ai eu ce petit pincement au cœur. Le gars est en train de vider son sac face à lui-même. Il essaye de convaincre son corps de bouger, mais il n'y arrive pas. Certainement, le discours le plus prenant de Armin n'a pas pu être entendu par lui-même. Non, je sais pas, j'ai trouvé l'image extrêmement forte et extrêmement belle, nous rappelant que bien souvent, notre pire ennemi n'est autre que nous-mêmes. Et ce n'est pas fini là, parce que même si il réussit à changer entre guillemets de dimension pour se re-automotiver, il va faire face à un nouvel obstacle qui lui ne sera pas silencieux à l'instar de son corps, à savoir Shig. Et là, ils vont se lancer dans un discours philosophique pour savoir est-ce qu'il faut continuer à lutter pour sa survie alors que la finalité est la même pour tous. Et là, encore une fois, on va avoir un Armin qui va faire preuve d'une argumentation qui pourrait convaincre n'importe qui, sauf que là, il fait face à des réponses extrêmement simples, extrêmement brutes et extrêmement rudes. Ce genre de réponse où tu es en mode c'est un peu logique ce qu'il dit, mais c'est quand même un biais cognitif. Et là, Armin ne va pas se démonter et va quand même réussir à convaincre tout le monde, même les anciens titans primordiaux, à se joindre dans cette bataille. Et là, nous avons l'accomplissement du certainement meilleur négociateur, orateur de Shingeki no Kyojin. 何をしてる？立てよ父さん。 Alors là, on va s'attaquer à un très gros morceau. De fait, ce chapitre sera divisé au moins en deux parties. La première étant consacrée à ces personnages qui gravitent autour de Eren, que ce soit de près ou de loin. Et ici, on va d'abord s'intéresser aux adultes qui, je trouve, ont une place assez intéressante dans cette dernière saison. Pourquoi? Parce que finalement, Eren n'est que le résultat de cette crasse accumulée par le continent de Mar lorsqu'ils ont décidé d'invectiver et de diaboliser l'île du paradis, lorsqu'ils ont décidé de créer un camp et d'endoctriner leurs enfants. Et là, à partir de cet instant précis, lorsque Eren arrive avec le grand terrassement, ce n'est nul autre que ce gros amas de poussière qu'on a essayé d'ignorer, qui est là à notre porte, et on n'a pas d'autre choix que de s'en occuper. Et ils auraient pu se dire en tant qu'adultes, mais vous voyez, on avait raison, l'île du paradis, c'est vraiment des diables. Et non, on a ce général de Mar qui est suffisamment dans le recul, en même temps, l'extinction imminente de l'humanité, je pense, l'a aidé, mais il est capable de se dire, c'est bien parce que nous, les adultes, nous n'avons pas su prendre les bonnes décisions pour les générations futures, qu'aujourd'hui, nous en sommes là. Et donc, il va falloir qu'on assume nos responsabilités. Eren n'est pas le seul fautif dans cette histoire. Et très honnêtement, cette façon de présenter les choses, je la trouve super intéressante parce qu'on le sait très souvent. Il est plus facile de dire que l'enfer, c'est les autres, alors qu'on pourrait tout simplement se regarder dans le miroir et se dire que on y a participé, on y a contribué. Et aujourd'hui, dans ce dernier épisode, c'est ce qui a été dit. Et franchement, personnellement, je trouve ça très beau. Nous voilà partis pour la deuxième partie de ce chapitre où on va s'intéresser aux proches de Eren et on va s'attarder particulièrement sur le cas de Mikasa qui me paraît être le porte-étendard parfait
fait pour représenter ce petit groupe d'individus. Et en fait, tout le long de l'anime, Mikasa va se poser des questions, va être dans l'incompréhension vis-à-vis des choix d'Eren, jusqu'au moment fatidique où elle va se demander qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Et là, on va avoir droit à un flashback. On va voir Eren qui va demander à Mikasa, mais qu'est-ce que je représente pour toi? Elle n'aura pas su lui répondre à ce moment-là. Et donc, nous, comme Mikasa, on va se demander qu'est-ce qu'elle aurait pu faire différemment. Et là, on va avoir droit à une timeline dans laquelle Eren s'est baladé, où Mikasa a pris son courage à deux mains pour lui dire, écoute, partons loin de tout ça et vivons les 4 dernières années qu'il te reste dans la paix. Et c'est des moments, en fait, que je trouve particulièrement touchants et c'est des moments introspectifs qui me font comprendre que, ok, même si je vais me répéter en disant cela, en fait, nous avons là des personnages qui sont tous d'accord pour dire Eren a merdé, mais pour autant, ça ne les empêche pas de faire preuve de recul en se demandant qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, soit pour soutenir Eren, soit peut-être pour lui apporter une alternative différente qui lui permettrait peut-être de ne pas arriver au grand terrassement. Dans ce dernier épisode, l'heure n'était plus trop aux introspections, l'heure n'était plus aux questions du style qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, et c'est pour ça que Mikasa va décider, à l'instar des adultes, d'assumer en partie ses responsabilités et décider d'arrêter Eren. Elle va porter cette écharpe, je crois, pour la dernière fois, et elle va décider de lui porter le coup final et le laisser partir. 何をしてる？立てよ、父さん。 Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de se poser et de parler de ce personnage qui se permet d'avoir le luxe d'être à la fois le protagoniste et l'antagoniste de sa propre histoire? Bien évidemment, nous allons évoquer le cas d'Eren et nous allons nous concentrer sur la conversation qu'il a eue avec Armin dans l'au-delà ou l'en-dessous, entre l'espace et le temps. On ne sait pas, mais une chose est sûre, de cette conversation, il y a 2-3 choses intéressantes que j'en ai ressorties. Première information que nous apprenons, c'est que sans grand étonnement, Eren est amoureux de Mikasa et celui-ci lui a sorti des vacheries et des dingueries tout le long de la saison 4 pour la bonne et simple raison qu'il voulait que Mikasa ne se retrouve pas dans le même cas que Ymir, qui est en quelque sorte à l'origine de tout ce petit foutoir, puisqu'on va apprendre ici que Ymir est resté souffrir auprès de son roi pour la bonne et simple raison qu'elle était amoureuse de lui. Et ne voulant pas que Mikasa soit prisonnière de l'amour qu'elle portait à Eren, celui-ci a tenté de l'éloigner. Et pour autant, cette information gagne en intérêt parce que on apprend aussi que le fantôme de Ymir ou sa conscience a le regard porté sur Mikasa pour savoir quel est le chemin qu'elle va choisir. Est-ce qu'elle va s'accrocher à Eren? Est-ce qu'elle va laisser ce dernier partir et lui couper la tête? Et évidemment, nous avons eu la conclusion que nous connaissons. Elle a donc choisi un chemin différent de celui de Ymir. Et très sincèrement, de ce côté-là, c'était cool. Bien que redondant avec la partie précédente, mais il était important de le souligner. Deuxième information qu'on a aussi concernant Eren, c'est que ce dernier se voit comme un idiot ayant eu beaucoup trop de pouvoir. Et je pense que c'est une définition qui est relativement juste et pertinente de sa part, puisque effectivement, n'en déplaise à certains, tout ce que nous avons évoqué précédemment ont conduit en fait à ce que cet idiot voit le jour, puisque en quelque sorte il était assez mal entouré. Le gars voit le passé, le présent, le futur, ne sachant pas qu'est-ce qui est à quand, qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qui se fait. Il était totalement perdu, et qui ne serait pas idiot face à tant de connaissances et face à tant de pouvoir. Mais il avait tout de même un objectif qui était clair et qui était simple. Il voulait faire une lelouch et donc devenir une espèce de martyr qui permettrait à ses amis de devenir des héros. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le geste de Eren n'est pas un geste salutaire pour l'humanité. J'y ai vu, en ce qui me concerne, un acte plutôt égoïste parce que depuis le début, Eren ne dit qu'une seule chose: je souhaite que mes amis vivent le plus longtemps possible et surtout en paix. Et on se rend bien compte avec la fin de Shingeki no Kyojin, particulièrement sur la scène post-générique, que Eren a atteint cet objectif bien précis, puisque chacun des membres de son équipe a priori va vivre très longtemps et va vivre en paix. Il aura donc atteint son rêve et son souhait qui est purement égoïste, mais pour autant, l'humanité n'aura pas forcément appris de leurs erreurs. Ils n'auront pas forcément pris le temps de s'inspirer des événements qu'aura causé Eren, puisque tout le long de ce générique de fin, on va avoir des armes qui se balancent à gauche et à droite, et nous avons l'arbre auquel se trouve la tombe de Eren qui va assister à ce triste spectacle. Au final, l'histoire se répétera toujours pour une raison X ou Y, mais en tout cas, tout ce qu'on pourra dire ici et maintenant, c'est que Eren et Shingeki no Kyojin auront laissé leur empreinte dans l'histoire après ce grand terrassement. 本当に地獄が好きなんだな、エレン。最後までとことん付き合ってやる。